Toute l'actualité politique, parlementaire et sociale fournie aujourd'hui encore, bien sûr, sur Public Sénat. C'est le 19h. Voici les titres de ce mardi 19 octobre. Nouvelle levée en masse contre la réforme des retraites. Satisfaction des syndicats, dont certains, mais pas tous, envisagent déjà d'autres journées d'action. De nouveaux casseurs interpellés lors de débordements, magasins pillés à Lyon, forte tension en Seine-Saint-Denis, affrontement avec les forces de l'ordre à Nanterre pour la seconde journée consécutive, émotion au Mans après l'incendie sans doute criminel d'un collège la nuit dernière. Le chef de l'État et le Premier ministre appellent à la responsabilité de tous et promettent le retour à la normale dans les stations-service d'ici 4 à 5 jours. Il y a eu une réunion de crise tout à l'heure à l'Élysée. Le dépôt de Bassins en Gironde a été débloqué en fin d'après-midi par les CRS. Et puis notez que Bernadette Groison de la FSU ainsi que Annie David, François-Noël Buffet pour le PS et l'UMP seront invités avec le sociologue Jean-François Amadieu. Nouvelle journée de grève, donc la 6e journée de mobilisation avec des manifestations depuis la rentrée avec 3,5 millions de participants, affirme la CGT, même niveau revendiqué que le 12 octobre dernier, alors que le ministère de l'Intérieur parle lui d'une légère baisse, mais en fixant le chiffre à 1 100 000 personnes dans les cortèges. Au-delà de la querelle de chiffres et le constat d'une opposition toujours vivace contre la réforme des retraites, comme on le voit sur ces images à Marseille par exemple, à Paris comme en province. Notons que des violences sont à déplorer en marge des cortèges officiels. Nous retrouvons Marie Brémaud. Marie, vous êtes sur place aux Invalides, c'est-à-dire là où s'achève la manifestation parisienne. Oui, écoutez, le cortège parisien a défilé jusqu'à présent plutôt dans le calme, malgré quelques incidents en début de parcours provoqués par quelques petits groupes de jeunes. Mais là, les derniers manifestants arrivent ici, place des Invalides, une place quadrillée par de nombreux CRS qui restent en retrait, mais qui sont prêts à intervenir au cas où. Dans le cortège, en tout cas, on a pu observer la première secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, défiler avec Ségolène Royal. Une première depuis le début du bras de fer avec le gouvernement. Preuve que les socialistes restent très mobilisés sur la question des retraites. On écoute tout de suite la présidente de la région Poitou-Charentes. Elle dit la force de l'union, elle dit la détermination, elle dit la volonté de faire en sorte qu'en 2012, nous puissions rendre aux Français leur sécurité sociale avec justice, avec respect, avec tranquillité, avec force et avec détermination. Et ils peuvent compter sur nous. Marie, c'est à vous. Les leaders syndicaux étaient également présents, bien sûr. Mais contrairement à samedi dernier, François Chérec et Bernard Thibault ont défilé côte à côte. Un moyen de faire taire le temps d'une journée, tout du moins leur divergence quant à la suite à donner au mouvement. D'ailleurs, ce jeudi, tous les syndicats se retrouvent pour discuter de l'avenir de l'action syndicale. Merci Marie Brémaud, en duplex donc des Invalides. François Chérec, que l'on vient de voir à l'image, avait jugé nécessaire ce matin de lancer un appel au calme et à ne pas céder aux provocations d'où qu'elles viennent, avait-il précisé. Le point sur les nombreux débordements qui ont émaillé cette journée. Jérôme Rabier. Vitrines brisées, voitures renversées et incendiées et quelques magasins pillés. Ce sont des scènes de guérilla urbaine qui se sont déroulées place Bellecour à Lyon ce matin. Les gaz lacrymogènes des forces de l'ordre répliqués au jet de pierre de plusieurs dizaines de jeunes en plein cœur de la préfecture rhodanienne. Mêmes images de violence à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Pour la deuxième journée consécutive, des échauffourées ont éclaté aux abords du lycée Joliot-Curie. Le tribunal de commerce de la ville a été endommagé avec plusieurs vitres brisées. Dans ce climat de grande tension, le gouvernement distingue clairement les lycéens des casseurs qui se mêlent aux manifestations, pour éviter de stigmatiser une jeunesse que le pouvoir tente d'apaiser. Les interventions policières semblent toutefois s'accélérer. 163 casseurs ont été interpellés dans la matinée alors que le ministère de l'Intérieur évoque près de 1200 interpellations en une semaine.
Et puis un collège détruit par les flammes la nuit dernière, ça s'est passé au Mans. L'acte criminel est quasi certain selon le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, qui a fait le déplacement. Aujourd'hui, l'établissement accueillait quelques 200 élèves dans le quartier populaire des Sablons. Son accès était bloqué par des poubelles et des chariots de supermarché à l'arrivée des secours vers minuit. Laurent Fabius appelle Nicolas Sarkozy à reprendre le dialogue pour mettre un terme à une situation qui dégénère, dit-il. Le chef de l'État ne l'entend pas ainsi. Il rappelle en revanche la nécessité de garantir l'ordre, tandis que François Fillon est monté au créneau à l'Assemblée nationale pour dénoncer la prise en otage du pays. On écoute le Premier ministre. L'intimidation, le blocage et la violence sont la négation de la démocratie et du pacte républicain. Le gouvernement a plusieurs devoirs qu'il entend bien assumer. Le premier de ces devoirs, c'est de faire respecter la légitimité du Parlement parce que c'est la base même du pacte républicain. Et je veux redire simplement devant vous, mais fermement, que le projet de loi sur la réforme des retraites qui est en cours de discussion au Sénat ira au terme de cette discussion et sera voté par le Parlement. Les syndicats, Marie nous le disait tout à l'heure, qui se retrouveront donc jeudi, divergent sur la suite du mouvement. Ainsi, la CGC réclame une pause, quand la FSU, dont nous recevrons tout à l'heure la secrétaire générale Bernadette Groison, envisage une nouvelle mobilisation après le vote du Sénat qui interviendra dans quelques jours. Sandra Cerquera. Sixième journée de mobilisation et c'est une entente sans faille que les syndicats continuent de vouloir afficher. Mais avec le vote au Sénat et la radicalisation qui s'installe dans la rue, il sera difficile de garder une stratégie commune dans les jours à venir. À la CGT, on se dit prêt à continuer le mouvement. Depuis le 7 septembre, j'entends dire que nos initiatives, c'est la dernière chance, c'est le baroud d'honneur. On est au 6e baroud d'honneur et s'il en faut 7 ou 8, eh ben on préparera le 7e ou le 8e. Ce qui fait aussi le succès de cette mobilisation, c'est qu'elle soit depuis le début unitaire et que les syndicats montrent à la fois leur cohésion, n'aient pas raconté d'histoire sur l'assise de leur unité. La CGT appelle demain à une journée d'action dans les aéroports avant même la réunion des syndicats ce jeudi. La CFDT, elle, a préféré appeler au calme et attendre le vote des sénateurs. Inévitablement, on va tomber dans un autre moment. On décidera, comme on le fait depuis maintenant 2 ans, en intersyndicale des suites. Mais tant qu'on a ce soutien populaire très important, et c'est pour ça qu'il faut le conserver, tant qu'on a ce soutien populaire, c'est de notre responsabilité de trouver des suites. Non loin dans le cortège, la CFE-CGC, qui appelle à une pause. Si de nouvelles manifestations ont lieu après le vote, ce sera sans eux. Nous craignons bien entendu un retournement de l'opinion publique contre le mouvement social parce que nos concitoyens ont peur d'un avenir où il y a des dégradations, des violences, des blessés. La semaine va donc être décisive, d'autant que le gouvernement a le meilleur des atouts dans sa manche, les vacances de la Toussaint, peu propices au grand rassemblement. En attendant, donc, au Sénat, le débat se poursuit, comme on le voyait juste avant cette édition. Il se poursuit et se prolonge. Comment l'écho de cette nouvelle journée d'action a-t-il été perçu? Sophie Normand. Alors que dans la rue, la mobilisation ne désarme pas, dans l'hémicycle, les débats se poursuivent. À l'ordre du jour, l'examen d'un article sur l'égalité professionnelle. Dans les rangs de la majorité se manifeste une certaine impatience. Certains sénateurs redoutent les débordements. Il y a 300 collégiens et lycéens dans ma commune qui sont dans les rues. Je n'ai qu'une trouille, c'est qu'il se passe un accident. La France est un état de droit où les décisions sont prises par les parlementaires, par le gouvernement, sous le contrôle des parlementaires, et que lorsqu'on n'est pas content de ces parlementaires, eh bien, il suffit de voter pour les oppositions lors des élections qui suivent. Mais ce n'est pas la rue qui définit la politique. Du côté de l'opposition, on se défend de vouloir ralentir les débats dans l'hémicycle pour repousser le vote du projet de loi sur les retraites et maintenir ainsi la mobilisation. Je crois qu'on est très attentif à une bonne coordination avec le mouvement syndical, mais que personne ici ne se permet de dire aux syndicats ce qu'ils doivent faire et quelle forme doit prendre la mobilisation. Ce texte a fait l'objet d'une procédure accélérée, c'est-à-dire une seule lecture dans chaque assemblée. Et comme le débat à l'Assemblée nationale a été tronqué, interrompu prématurément, il est essentiel que le Parlement joue son rôle et donc que les sénateurs aillent jusqu'au bout de l'examen du texte. Les sénateurs devaient voter le texte définitif demain. Le vote a été repoussé à jeudi après-midi car près de 400 amendements restent à examiner.
Et le patron des députés UMP, Jean-François Copé, espère lui un vote définitif de la réforme par le Parlement mardi ou mercredi prochain, après la réunion de la commission mixte paritaire Assemblée-Sénat. Il reste bien sûr à voter le texte au Sénat, nous vous le disions. Une réunion de crise s'est tenue à l'Élysée en fin d'après-midi sur l'approvisionnement en carburant. Les forces de l'ordre ont déjà débloqué certains dépôts aujourd'hui. Bérangère Dinglar. Il y a 2 heures, on apprenait le déblocage du dépôt pétrolier de Bassins en Gironde par les CRS. Peu avant, le Premier ministre annonçait la mise en place d'un plan d'acheminement des carburants pour ravitailler les stations-service. Les compagnies pétrolières évoquent une normalisation de la situation dans les prochains jours. Le cri d'alarme des transporteurs routiers a, semble-t-il, décidé le gouvernement à prendre des mesures fortes. Ce matin à Deauville, Nicolas Sarkozy s'est fait l'écho des difficultés rencontrées par les automobilistes. Depuis ce week-end, il est devenu très difficile de faire le plein. Cet après-midi, Jean-Louis Borloo a admis que 4000 stations sur 12 500 étaient en cours d'approvisionnement. Autrement dit, en rupture de stock. Les stations de la grande distribution et celles situées en zone rurale sont les plus fortement touchées. Pourtant, selon le ministre, seule une vingtaine de dépôts pétroliers sur 219 sont bloqués. Et c'était la question du nouvelobs.com. Aujourd'hui, faut-il débloquer les raffineries? On découvre les réponses des internautes du Nouvel Obs. Eh bien, ils disent non à 69%, oui à 28%. Côté transport, une légère amélioration du trafic est annoncée demain avec 2 TGV sur 3, donc à la SNCF. Un quart des vols seront annulés au départ d'Orly. À noter encore dans l'actualité aujourd'hui, Paris qui évite le blâme de Bruxelles après le renvoi controversé de Rome. La France reste sous surveillance, mais s'est engagée à garantir les droits des personnes expulsées dans sa législation. La Cour de cassation, par ailleurs, juge la garde à vue française non conforme au droit européen, nouvelle brèche donc dans un régime contesté qui devrait être modifié, y compris en garantissant l'accès à un avocat des personnes interrogées dans les affaires de terrorisme et de crimes organisés. Le débat du 19h, c'est tout de suite. Plusieurs invités, bien sûr, sur le blocage social. Avec nous, donc, Annie David, sénatrice communiste de l'Isère. Bonsoir. Vous êtes très à l'offensive dans ce débat sur les retraites. François-Noël Buffet, sénateur UMP du Rhône. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-François Amadieu, sociologue, spécialiste des relations sociales. Alors, comment est-ce que vous avez envie de qualifier la situation au soir de cette 6e journée de mobilisation avec, vous l'avez constaté, des débordements de plus en plus nombreux? Pour des mouvements qui ont été répétés à plusieurs semaines d'intervalle, 6 fois je crois, oui. On a des niveaux de popularité anormalement, enfin particulièrement élevés, oui. On va dire les choses comme ça, pour des grèves sur les retraites. Plutôt une popularité croissante auprès des Français et des mobilisations qui sont là aussi, c'est un peu surprenant, particulièrement importantes, une fois de plus, compte tenu de la durée et du type de mobilisation en cause. Par ailleurs, la situation, comme on pouvait s'en douter, est très difficile à gérer actuellement en raison de la situation que tout le monde connaît, qui a été créée notamment dans les raffineries, indépendamment de la question des lycéens, qui est également traditionnellement difficile. Très bien. Vous pensez que c'est une situation qui pourrait encore durer ? Écoutez, vous savez, quand un mouvement s'étiole, perd en popularité en participant, oui. Effectivement, les organisations syndicales, pour elles, il est plus facile de mettre un terme à une mobilisation. On se souvient que c'est ce qui s'était produit en 2003, au moment oui. de la réforme Raffarin, par exemple. Mais lorsqu'effectivement, vous avez des conflits qui, finalement, rencontrent une certaine adhésion et que, d'autre part, vous créez des situations relativement efficaces de blocage, d'autre part, c'est la question des raffineries en particulier, oui. Évidemment, les organisations, pour elles, c'est plus difficile d'arrêter. Très bien. Et qu'est-ce qui pourrait donc mettre un terme à cette situation? Est-ce que ça vient forcément du pouvoir exécutif qui se montre inflexible? Voilà. Les précédents ne sont pas très rassurants parce qu'on a l'histoire de... Pour qui? Pour la partie gouvernementale. Pourquoi? Parce que les précédents, c'est 1995. Pour prendre des parallèles, 95, 2006 le CPE ou bien 2003. Si on prend des mouvements comparables, en général, dans les exemples que je viens de prendre, on s'aperçoit que lorsque le mouvement est suffisamment fort, que la situation est très bloquée, malheureusement pour la partie gouvernementale, il n'y a pas beaucoup d'issues. Le cas de 2003 est différent puisqu'il faut souligner, comme d'ailleurs en 95, que le mouvement syndical n'était pas uni, puisqu'on se souvient que la CFDT avait oui. Accompagné les réformes en question. Ça n'est pas le cas cette fois-ci. Donc il y a une différence, et je finirai sur ça, qui est très importante, car aujourd'hui ça joue beaucoup, c'est le fait que
peut-être que les parlementaires diront leurs sentiments, mais en 2003, la réforme avait été négociée avec les organisations syndicales, et il est certain que ça n'est pas le cas cette fois-ci. On aurait pu interpréter la loi de 2007 qui prévoyait la consultation, la négociation entre les partenaires d'une autre manière. Ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est un affaiblissement pour, effectivement, le gouvernement. D'accord. Alors, François-Noël Buffet, Annie David, les syndicats se divisent quand même un petit peu sur les suites à donner à ce mouvement. Notamment, faut-il poursuivre les actions après le vote imminent du Sénat? Qu'en dites-vous, Annie David? Est-ce que, selon vous, eh bien, quand le Parlement aura voté, la démocratie politique devra reprendre le dessus? Je crois tout d'abord qu'il n'y a pas forcément de fissure très forte pour le moment dans l'unité syndicale. Il y a quelques voix par-ci par-là qui disent qu'il ne faudrait pas que les choses aillent trop loin, mais en tout cas en ce qui est de l'intersyndicale, pour le moment je n'ai pas entendu de fissure très importante. Après, le texte n'est toujours pas voté. Je vous rappelle qu'il reste encore pas mal d'amendements. La bataille n'est encore pas terminée ici au Sénat. Il y aura également quelques secondes délibérations, puisque je vous rappelle quand même que l'article 4 de ce texte, des plus emblématiques, n'a pas été adopté ici. Une erreur humaine, je veux dire, je n'ai pas à commenter cette erreur, mais en tout cas, le fait est que l'article 4 n'est pas adopté. Un sénateur centriste s'est trompé de bulletin. Voilà, donc le gouvernement sera obligé d'avoir recours à une seconde délibération. Quelle est votre stratégie, en fait? Vous faites quoi? Vous jouez contre la montre pour accompagner le plus longtemps possible le mouvement social? Nous, on ne joue pas ici, je n'ai pas envie d'entendre ce mot parce que ce n'est pas un jeu ici. Ici, on est en train de débattre d'une réforme qui va ficher en l'air la retraite à 60 ans. Pour nous, c'était important de faire entendre tout ce que nous avions à dire sur cette réforme, cette contre-réforme, et surtout nous souhaitions faire part d'autres propositions. François-Noël Buffet, votre réaction d'abord à ce qui s'est passé aujourd'hui dans le pays, donc effectivement toujours une levée en masse des opposants à cette réforme, et puis ces débordements dont il faut parler, par exemple à Lyon, où il y a eu plusieurs voitures brûlées. Selon les chiffres qui ont été donnés, enfin au moment où on parle, il ne semble pas que la mobilisation soit très supérieure à ce qu'elle a été précédemment. Ça, c'est le premier point. En revanche, la composition des manifestants a changé. Et on a noté une présence plus importante de jeunes, de lycéens, évidemment. La difficulté, ce qui est le plus remarquable et le plus insupportable, c'est le développement des violences. Qui ne sont d'ailleurs pas souvent le fait des lycéens, mais de casseurs infiltrés dans ces milieux-là, qui, par exemple, à Lyon, c'est absolument infernal. 10 voitures endommagées, 5 voitures brûlées, des gens blessés, des étudiants, mais aussi des policiers, des forces de l'ordre. Enfin, la démocratie, une démocratie adulte comme la nôtre, c'est effectivement la liberté de manifester, mais c'est en tout point la condamnation absolue de ces comportements-là. Donc ça, on ne peut pas laisser faire. Ça, c'est une clarté absolue. C'est un vrai risque. C'est un vrai risque pour la suite du mouvement, il faut bien l'admettre, à la fois pour la sécurité publique d'une part, mais aussi à l'égard de inconditionnellement la décrédibilisation de ces manifestations. Annie David, là-dessus, sur ces violences, sachant que la CGC, par exemple, devant tous ces dérapages, réclame une pause. Mais évidemment, on ne peut pas accepter qu'il y ait des violences, mais je rejoins mon collègue Buffet quand il dit que c'est aussi cette violence l'objet de casseurs qui s'infiltrent dans les manifestations de lycéens. Et c'est même, je trouve, dangereux parce que nos lycéens qui viennent dans ces manifestations avec passion, avec sincérité, avec la force de leurs 17, 18, 19 ans et avec tout ce qu'on peut avoir quand on a cet âge-là comme utopie, j'ai envie de dire, eh bien, ils sont confrontés à des gens qui viennent là pour faire de la casse. Et moi, je trouve ça dramatique parce que ça nuit grandement à leur mobilisation qui, sur le fond, est sincère. Et quand on entend ici... Est-ce que ça n'est pas toujours le cas quand les jeunes sont dans la rue? Mais c'est souvent le cas quand les jeunes sont dans la rue. Mais parce que les jeunes, et ça se comprend, on l'a tous fait à un moment ou à un autre, ont envie de mener un peu leur combat comme ils ont envie de le mener. Et parfois, ils se font embarquer sur des chemins qui ensuite il est difficile de cadrer. L'opposition, notamment Mme Royal, peut difficilement appeler les jeunes à manifester et s'en plaindre après, que les choses soient claires. Moi, je ne me plains absolument pas du fait que les jeunes manifestent, au contraire. Et j'en viens à l'opposition sénatoriale, qui aujourd'hui, c'est incontestable, mais c'est un fait avéré, joue la montre à tout prix en espérant le pourrissement de la situation. Ah non. Moi, je suis naturellement pour le débat, ça paraît parfaitement évident. Parler, mais je suis absolument pas d'accord. Heureusement. Je suis pour le débat et évidemment, c'est absolument nécessaire. Je suis également pour le débat utile. Nous assistons
à des propos qui sont des répétitions permanentes, avec le seul enjeu qui consiste à gagner du temps en espérant que le mouvement de protestation continuera, perdurera. Or, il s'avère aujourd'hui qu'il y a une fissure dans le front syndical. On vient de le voir tout à l'heure, de l'entendre. Certains commencent à dire attention, ça va trop loin, il faudra peut-être se retirer. Voilà, donc à jouer avec le feu, il y a un moment, on finit par se brûler. Alors Annie David, vous voulez renvoyer l'argument du pourrissement, j'imagine. Voilà, c'est là où je suis en contradiction, c'est que ce n'est pas une fissure. Je veux dire, c'est évidemment, il ne faudrait pas qu'il y ait de la casse, évidemment, et personne n'en veut de ça. Mais quand même, quand on voit nos jeunes tels qu'ils sont mobilisés, quand on voit cette réforme, vous ne pouvez pas nous reprocher à nous parlementaires de débattre dans l'hémicycle et de faire valoir la voix, justement, de faire entendre la voix de ces millions de gens qui sont dans la rue. Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on les entende. Pour parlementer, justement, c'est assez contradictoire. Alors justement, Jean-François Amadieu, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que certes, les casseurs sont toujours présents quand les jeunes descendent dans la rue, la situation devient généralement incontrôlable, mais on voit quand même une forte radicalisation des cortèges, avec une contestation du pouvoir légitimement élu. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Il y a même un côté presque insurrectionnel parfois. Oui, mais alors actuellement, actuellement on peut pas tout à fait dire ça. Aujourd'hui, par exemple, puisque comme ça vient d'être souligné à l'instant, à Lyon, c'est tout à fait en dehors des défilés. Ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment pas dans les cortèges. Et aujourd'hui, dans les cortèges parisiens que j'ai vus, ça n'est pas le cas. Je crois que on voit la différence entre l'esplanade des Invalides ce soir. Apparemment, les choses ont l'air d'être calmes. Ça n'était pas le cas. On s'en souvient dans d'autres mouvements lycéens ou étudiants. Donc effectivement, on ne peut pas dire que la situation aujourd'hui soit tout à fait similaire. Mais c'est classique dans les mouvements lycéens ou étudiants, lycéens en particulier. C'est la raison pour laquelle, évidemment, le fait que les lycéens soient dehors est très sensible. Mais je voudrais simplement rappeler que l'opinion publique suit et apprécie et soutient les mouvements et les manifestations de lycéens. À 71% selon le dernier sondage CSA du Parisien lundi. Mais pour les lycéens, toujours à des niveaux très élevés, c'est un fait classique en France, même bien qu'on sache que pourtant, en effet, il y aura des infiltrations, des débordements. Donc ça, il faut quand même en tenir compte, parce que la situation de ce fait est difficile à gérer. J'ajoute que les grèves de routiers, même celles des raffineries, peuvent être populaires. Est-ce que là, vous n'avez pas l'impression que la contestation est plus générale et dépasse largement la question des retraites? Écoutez, c'est la grosse différence entre 2007, réforme des régimes spéciaux, ou 2003 et aujourd'hui, c'est en effet la position aujourd'hui qui est celle du président de la République en termes de popularité et je dirais la toile de fond n'est pas la même. Donc il est évident que les sondages de popularité très élevés qu'on a aujourd'hui sur ces manifestations s'expliquent évidemment de cette manière. Alors François-Noël Buffet, vous êtes sénateur de l'UMP. Est-ce que vous pensez que le pouvoir pourra s'en sortir sans un geste dans les heures qui viennent? Écoutez, je crois d'abord que cette réforme est absolument nécessaire et chacun le sait. C'est une question d'équilibre, c'est une question de survie de notre régime par répartition. J'ai reçu des jeunes, moi, dans ma mairie, en fin de semaine dernière. J'ai discuté avec eux. Ils sont inquiets, on peut comprendre cette inquiétude. Ils sont en revanche très mal informés de la réalité de la situation. Donc ça, c'est un point sur lequel on doit avancer. Sur la situation, vous parliez des raffineries, vous parliez d'autres points. Je crois qu'il ne faut pas laisser s'envenimer les choses, c'est bien évident. Il faut rester ferme parce que la démocratie, elle a ses règles, elle a ses devoirs, ses obligations de tous, et qu'aucune partie de la population, quelle qu'elle soit, ne peut prendre l'autre en otage. Et que de ce point de vue-là, on doit avoir recours à Annie David, sur la prise en otage d'un pays tout entier, c'est l'expression utilisée par François Fillon. Qu'est-ce que vous dites sur la paralysie de certains centres nerveux du pays, notamment les raffineries? Aujourd'hui, c'est pas le cas puisque ça a été débloqué par la force. Donc c'est pas bloqué. Donc il y a un seul point où je peux être peut-être d'accord avec mon collègue Buffet, c'est qu'effectivement il y avait nécessité d'une réforme pour pouvoir sauver notre système de retraite par répartition. Sauf que la réforme telle qu'elle nous est proposée par le gouvernement, elle est injuste et inéquitable. Donc moi je ne peux pas aller au-delà de ces propos par rapport à cette réforme. Quant au blocage du pays, je suis désolée, mais il y aurait une possibilité très rapide de débloquer le pays, c'est de convoquer à nouveau une réunion au ministère du Travail avec l'ensemble des partenaires sociaux. Éventuellement de suspendre la réforme comme le demande le Parti Socialiste. Alors, pas seulement le Parti Socialiste, nous demandons également non seulement la suspension, mais de stopper ce texte. Bernadette Groison,
nous a rejoint in extremis pour la fin de cette édition. Secrétaire général de la FSU, vous êtes satisfaite, j'imagine, ce soir de la mobilisation qui se maintient. Que dites-vous à propos des violences, des affrontements, des débordements, des dérapages qui amènent, je le disais tout à l'heure, la CGC à envisager une pause dans l'action? Est-ce que c'est le sens de la responsabilité là qui l'emporterait? Je crois qu'il ne faut pas confondre ce qui se passe dans les manifestations qui sont sérieuses, qui sont responsables, avec des incidents qui, malheureusement, existent, mais qui sont en marge des manifestations. Mais qui viennent pourrir les manifestations, hein, notamment celles des lycéens. Oui, bien sûr. Et nous-mêmes, nous organisons au mieux ces manifestations pour garantir le droit de manifester en toute sécurité à tous les manifestants. Mais je ne voudrais pas que ce qui se passe justement en marge de ces manifestations nous détourne de la vraie question qui est celle il faut tenir compte de ce pourquoi qui il y se a passe. des millions de gens qui sont dans les rues aujourd'hui. François Chérec avait jugé utile de lancer un appel au calme aujourd'hui. Il a mis en garde contre les provocations des deux côtés. Il a dit les provocateurs, les casseurs, mais également la police. Y aurait-il de la provocation de la part de la police? Je crois qu'on peut dire que la police ne fait peut-être pas tout ce qu'il faut par rapport aux jeunes. On sait que les jeunes ne manifestent pas forcément de la même manière que des adultes et je pense qu'il faut un peu de discrétion de la part de la police et il ne faut pas confondre ce qui est de l'agitation avec ce qui pourrait être de l'insurrection. Et je pense qu'il y a des interventions policières un peu trop musclées qui ne se justifient pas et qui du coup du côté des jeunes encouragent à effectivement des réactions qui sont forcément disproportionnés. Et à contrario, est-ce que la police n'est pas trop discrète à l'entrée des établissements scolaires, des lycées qui sont bloqués et les proviseurs ne peuvent pas agir quand ils se retrouvent avec des grilles bloquées par des amas de poubelles? Oui, mais vous savez, je crois qu'on peut discuter longtemps de ces questions de sécurité. Et moi, je pense aussi à la sécurité des jeunes. Et dans les lycées et dans les manifestations. Mais je crois qu'il faut quand même bien se dire que la responsabilité est du côté du gouvernement et que s'il ne prend pas l'ampleur de ce mouvement qui est bien réel, qui existe, qui est un vrai mouvement de fond, effectivement, on va être confronté à une crise majeure. Nous l'avons dit depuis déjà plusieurs semaines. Est-ce que vous condamnez le blocage des lycées, par exemple? Vous savez, le blocage des lycées, c'est une façon, c'est une manière d'agir. Vous ne la condamnez pas? Mais dans la mesure où elle est décidée de manière, on va dire, démocratique par l'ensemble des lycéens. C'est jamais vraiment le cas, vous le savez bien. Oui, mais d'accord. Mais vous savez, la question, moi je le redis, c'est pas, non, mais c'est pas le blocage des lycées parce que c'est compliqué. Vous savez, on a un mouvement qui est important. On a un mouvement qui monte et on a un refus du gouvernement de discuter. À un moment, vous allez avoir une radicalisation qui n'est pas de notre fait. Et nous voulons parler des retraites et nous ne voulons pas parler uniquement du durcissement de ce mouvement. Dernière question, 30 secondes, à propos de radicalisation. Le Sénat s'apprête à voter ce texte. C'est une affaire de jour maintenant, peut-être jeudi. À partir de ce moment-là, est-ce que vous, à la FSU, jeudi, vendredi même plutôt, oui, vendredi maintenant, est-ce que vous, une fois que la démocratie parlementaire se sera exprimé, vous estimerez qu'il faudrait tourner la page ou déjà vous annoncez la suite, une journée d'action? Si effectivement ce texte doit rester en l'état, on annoncera la suite. Vous savez,